Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le bloc numéro 1 consacré à l'évolution. Donc, nous allons débuter avec la sélection naturelle telle que décrite par Darwin dans son fameux bouquin intitulé « L'origine des espèces ». Donc, première question, je vous demande d'écrire votre propre définition du mot « espèce » au sens biologique. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et écrire dans votre livre votre propre définition. Maintenant, qu'est-ce qu'une espèce au sens biologique? Donc, je vais lire ce qui est écrit ici. Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Donc, au sein d'une espèce, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se reproduire et que les enfants sont capables de se reproduire également. Donc, souvent, les étudiants sont portés à croire que les espèces sont des choses, des animaux, des plantes, des prokaryotes, des eumycètes ou des protistes, qui se ressemblent beaucoup au niveau de l'anatomie, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, chez certaines espèces, le mâle et la femelle sont vraiment différents l'un de l'autre. Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible. Donc, le flux génétique, c'est l'échange de gènes, soit de génération en génération, et les individus d'une même espèce sont donc génétiquement isolés d'autres ensembles équivalents du point de vue reproductif, donc ne peuvent pas se reproduire entre espèces vraiment différentes. La proposition numéro 1 est mise. La proposition numéro 1 est mise par Darwin. Pour n'importe quelle espèce, l'effectif croîtrait de manière exponentielle si tous les descendants engendrés réussissaient à se reproduire. On sait que ce n'est pas le cas et certains vont avoir un meilleur succès reproductif, donc vont laisser plus de descendants que d'autres. Certains vont se reproduire, malheureusement, leurs petits ne se rendront pas à maturité sexuelle, donc la descendance des deux premiers parents ne pourra pas poursuivre au-delà de la F1. Donc, voici un petit problème qui a été écrit autour des années 1000. Donc, le voici. Un homme met un couple de lapins nouveau-nés dans un lieu isolé de tous les côtés par des murs. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du deuxième mois de son existence? Donc, je vous laisse arrêter la vidéo et essayer de trouver la réponse. Donc, ce fameux problème a été écrit par un mathématicien italien du nom de Fibonacci. Vous l'avez peut-être déjà vu en mathématiques. Donc, ici, on voit les petits lapins qui peuvent se reproduire. Donc, au mois 0, on a deux petits lapins qui sont dessinés en miniature parce qu'ils ne sont pas encore matures sexuellement. On les voit un peu plus tard au mois numéro 1. Ils sont devenus vieux, donc sont prêts à avoir des enfants. Et dans la troisième colonne, c'est le mois numéro 2. On voit ici le couple de lapins original qui vient d'engendrer deux petits lapins. On voit la flèche et on voit que ceux-ci vont devenir matures lors du troisième mois et au quatrième mois vont pouvoir engendrer leur premier petit couple de lapins et vont le faire après cela, mois après mois. Donc, on voit ici un petit résumé avec seulement quelques mois. Et si on regarde au niveau mathématique pour voir si votre réponse est bonne, donc on débute au mois 0 avec un seul couple, au mois 1 on a encore un, au mois 2 vient d'apparaître un nouveau couple, etc., etc. Et on arrive au bout de 12 mois avec 233 couples de lapins.
Si on regarde maintenant les couples de lapins en dessous ici, qu'est-ce qu'on remarque? On peut voir ici que on débute avec un lapin, un couple au mois 0. Au mois 1, on a encore un lapin et on augmente. Donc, si on additionne les cases suivantes, 1 plus 1 nous donne 2, 1 plus 2 nous donne 3, 2 plus 3 donne 5, 3 plus 5 donne 8, 5 plus 8 donne 13, 8 plus 13, 21, etc., etc., d'où la suite de Fibonacci. Le principe 2, émis par Darwin, cependant, en dehors des fluctuations saisonnières, la taille des populations reste généralement stable. Donc, si on regarde d'année en année, il devrait toujours avoir le même nombre d'individus dans une population. Il peut y avoir quelques fluctuations, mais ça reste stable. Par contre, lorsque les saisons changent, c'est possible qu'on ait des augmentations drastiques ou des diminutions tout aussi radicales. Donc, comme fait en classe, trouve 3 exemples concrets de fluctuations saisonnières ayant un impact sur la taille des populations. On arrête encore ici la vidéo et on essaie de trouver 3 situations concrètes. En voici quelques-unes. L'accumulation de neige et les perdrix. On avait déjà vu en classe que les perdrix, lorsqu'elles devaient se réfugier sous la neige pendant l'hiver, puisqu'elles ne construisent pas de nid, ne vérifiaient pas la quantité qu'il y avait au sol, donc à la tombée de la nuit, allaient se percher dans un arbre et piquaient de la tête vers le sol pour pouvoir s'emmitoufler sous la neige. Donc, on sait qu'environ 60% des perdrix vont se casser le cou pendant l'hiver durant cet exercice périlleux. On a la saison des pluies et la germination des graines. Donc, chez les végétaux, lorsque les graines ont été relâchées au sol, s'il n'y a pas de pluie immédiatement, la population ne changera pas. Si une pluie abondante arrive, beaucoup de petits plants vont germer et la population va augmenter en nombre. Par contre, on sait que peu d'entre eux vont survivre, que ce soit par manque de soleil caché par leurs géniteurs ou de ressources au niveau de l'eau ou des minéraux du sol. Donc, d'année en année, la population ne changera pas au niveau de son nombre. Une autre possibilité, la photopériode et la migration aviaire. Donc, les oiseaux, on sait, vont migrer ici dans nos contrées à l'automne et au printemps, donc pour chercher la nourriture ou fuir les températures froides. Plusieurs animaux vont mourir pendant le déplacement, les plus faibles. Mais on sait que, rendus à l'endroit où ils ont fait leur migration, ils vont pondre des œufs et ça va renouveler la population et l'année d'après, la population devrait être quasiment au même nombre. Finalement, un dernier exemple intéressant, la croissance végétale qui est coordonnée avec la saison des amours des herbivores. Donc, on sait que les herbivores vont avoir leur saison des amours généralement au printemps pour que les petits naissent rapidement lorsque la végétation va être à son maximum. Donc, ce serait inutile d'avoir les petits à l'automne parce qu'il n'y a plus vraiment de végétation pour eux. Donc, c'est pour ça que le renouvellement des populations se fait au printemps, mais d'année en année, le nombre demeure stable. Proposition 3 de Darwin, les ressources, principalement l'espace et la nourriture, sont limitées. C'est ce qu'on appelle la niche écologique. Donc, les endroits où les animaux vont se réfugier et l'endroit où ils vont se nourrir s'appelle niche écologique. Donc, pour certains, ça peut être des terriers dans le sol. Pour d'autres, ça peut être la forêt. Et si on pense, par exemple, aux oiseaux, ça va être certains arbres, mais également à certaines hauteurs dans les arbres. Donc, certains vont coloniser, si on veut, les branches les plus basses et d'autres les branches les plus hautes, d'où le nom de niche écologique. Première référence qu'a tiré Darwin de ces 3 premières propositions, il existe une compétition pour les ressources. Seule une fraction des descendants d'une population survit à chaque génération. Par les exemples qu'on a donnés tantôt, on a pu bien le démontrer.
Proposition 4. Les caractéristiques des individus d'une population varient énormément. Il n'existe pas deux individus parfaitement identiques. Donc, Darwin ne connaissait pas l'ADN, mais il avait pu remarquer cela. Aujourd'hui, on peut savoir que les caractères différents, les phénotypes, sont liés vraiment au génome. Proposition 5. Les variations sont en grande partie héréditaires. Donc, il se rendait compte que les enfants de la F1 ressemblaient aux parents P, mais sans connaître la génétique. Donc, il savait qu'il y avait déjà une transmission des caractères. Référence 2 de Darwin. Les variations favorisent ou défavorisent la survie des individus qui les possèdent. Ceux qui sont favorisés sont plus aptes à produire des descendants. Donc, tout ça est logique, mais il faut faire attention. Selon la situation, certains peuvent être favorisés et d'autres défavorisés. Mais l'année suivante, ça peut être complètement le contraire. Donc, un exemple simple. Lors d'une saison hivernale avec beaucoup de neige, les chevreuils qui ont des longues pattes vont être favorisés pour se déplacer, pour fuir les attaques des loups. Donc, ceux qui ont des plus courtes pattes vont mourir et vont engendrer moins dans la population, parce qu'ils vont être morts, des chevreuils à petites pattes. L'année d'après, s'il n'y a pas beaucoup de neige, ni un ni l'autre ne sera vraiment favorisé, et dans ce cas-ci, les génomes dans la population vont être répartis différemment. Référence 3. Puisque les individus n'ont pas les mêmes chances de survie, la population se modifie graduellement. Les caractères favorables s'accumulent au fil des générations. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution n'est pas au niveau de l'individu. Ce n'est pas l'individu qui évolue, parce que celui-ci ne peut pas changer son génome. Ses caractères sont déjà décidés d'avance, donc lui n'évolue pas. C'est la population qui évolue, puisque les chances de survie sont différentes de l'un à l'autre, et ceux qui vont se reproduire également, et c'est vraiment la fréquence des allèles qui varie au sein d'une population, d'où le terme de sélection naturelle et d'évolution, qui est vraiment relié à la population.